Alors, Joël de René, vous êtes avant tout, à l'origine, un spécialiste des sciences du vivant, si je ne m'abuse. Et vous parlez à plusieurs reprises de révolution dans ces domaines-là. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu les concours de ce qui se prépare ou ce qui est actuellement dans les tuyaux, si je puis dire? C'est une révolution permanente. Depuis le passage de la biologie analytique classique à la biologie moléculaire, à la génétique, l'étude du génome, et puis la découverte ensuite des nanotechnologies, biotechnologie, nanotechnologie sont en train de se marier pour beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de nouveaux risques, beaucoup de dangers dont il faut être parfaitement conscient, et j'essaye de les décrire dans mon livre. Donc ce qui est en train de se tramer, c'est la possibilité d'agir au niveau moléculaire, c'est-à-dire de modifier des cellules, de modifier le message génétique, ce qu'on appelle l'épigénèse, par des éléments interférents qui vont agir sur le message génétique et soit le bloquer, soit l'amplifier. Donc là, il y a toute une modulation qui n'était pas connue jusqu'à il y a encore 5-10 ans, qui va tout changer. Ensuite, je pense qu'une des révolutions que nous allons vivre, cette génération va vivre, c'est, je vais l'appeler la révolution de la longévité. On comprend mieux pourquoi nous vieillissons, pourquoi le corps s'oxyde, en quelque sorte, pourquoi il rouille. Comment on le fait vieillir trop vite? Par la pollution, bien entendu, mais par la cigarette, par les poisons que l'on s'administre, par une mauvaise alimentation, un manque d'exercice. Donc tout ceci, on le sait maintenant. On ne le savait pas vraiment, empiriquement, les gens le savaient, mais on ne le savait pas scientifiquement. Maintenant, on le sait. Donc on peut agir sur ces éléments. Le problème, c'est qu'on va passer de 80 ans d'espérance de vie actuelle à 85, 88, 90, 80. Vous parlez de 120 ans, je crois. Mais 120 ans, c'est tout à fait possible dans une cinquantaine d'années ou dans un siècle. Donc, qu'est-ce que la société va faire avec des gens qui partent à la retraite à 60, 65 ans? Donc, il y a toute une réorganisation sociétale pour tenir compte de la créativité des seniors et de leur rôle dans la société et leur création de valeur ajoutée. Alors, il y a aussi une révolution, c'est tout ce qui concerne, dites-moi si je dis des bêtises, la régression de cellules différenciées vers des cellules souches qui permettraient de faire de l'ingénierie tissulaire, si j'ai bien compris. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais ce n'est plus un projet, c'est une réalité. C'est que la grande idée des cellules embryonnaires, c'est de les prendre dans des embryons. Et ça pose des problèmes éthiques. Donc l'idéal serait, et déjà maintenant, de permettre à des cellules différenciées, comme des fibroblastes de la peau, de se retransformer en cellules embryonnaires pluripotentielles, pouvant donner toutes les cellules du corps. On y est. À ce moment-là, cette possibilité ouvre la voie à ce qu'on appelle, vous l'avez très justement dit, l'ingénierie tissulaire, tissue engineering en anglais, qui permettrait non pas simplement, comme on le fait aujourd'hui, de greffer un organe malade, par exemple un foie, un rein, mais aussi et surtout de le faire recroître de l'intérieur du corps. Après tout, les animaux, il y a des animaux qui le font. Vous prenez un lézard par la queue elle vous reste dans la main, mais la queue du lézard, elle repousse. Et la salamandre aussi. Donc certains animaux ont la possibilité de régénérer des parties entières de leur corps. Eh bien, les biologistes se penchent sur cette possibilité, grâce aux cellules embryonnaires, de faire régénérer des parties du corps. On vient de réaliser, les Japonais viennent de réaliser la régénération d'une dent complète. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux interfaces intelligentes, interfaces homme-machine. Quand on pense intelligence, on pense aux neurosciences et à leur progrès, et notamment, j'imagine, leur connexion avec les systèmes informatiques, électroniques, etc. D'ailleurs, vous avez créé le terme biotique, vous allez peut-être nous expliciter. À quoi on s'attendre actuellement dans ces domaines-là? C'est un sujet qui me fascine depuis des années. J'ai été un des tout premiers, dès 1982, à écrire des articles dans La Recherche, dans La Jaune et la Rouge, la Revue de Polytechnique, dans Biofutur, sur ce que j'ai appelé à l'époque la biotique, mot que j'ai formé à partir de biologie et informatique. 82, c'était très tôt. Aujourd'hui, on entend des mots comme bioinformatique, ordinateurs neuronaux, algorithmes génétiques, biopuces. Enfin, ça vous montre aujourd'hui que tout ce vocabulaire est en train d'illustrer le fait que la biologie et l'informatique se marient. Et je pense que les interfaces ultimes, que j'ai décrites déjà dans L'Homme symbiotique, mais que je reprends dans ce livre, les interfaces ultimes sont les interfaces entre le cerveau et notre environnement électronique, notre environnement de machine physique. Aujourd'hui, nous contrôlons ces environnements par le biomécanique. Quand je prends une poignée de porte ou un volant d'automobile ou une pédale de frein, ce sont mes muscles qui agissent sur des forces, c'est biomécanique. De plus en plus, c'est bioélectronique avec des capteurs sur la peau, on le sait. Mais ça va être à distance, sans être invasif. Nous allons pouvoir communiquer avec cet environnement, c'est ce qu'on appelle Man-Machine Interface, M2M, Machine to Machine, Machine to Man, Man to Machine. Il y a tout un jargon qui pense à ces questions qui, moi, me fascinent, parce qu'elles posent des problèmes à la fois scientifiques, techniques, mais éthiques absolument fondamentaux. Une raison simple, je vous donne un exemple, c'est que si je peux transformer des informations directement de mon cerveau vers des machines, pourquoi pas l'inverse?
pourquoi ne serait-il pas possible que l'environnement, manipulé par X ou Y, me modifie moi-même ma façon de penser et mon cerveau? Comment? En suscitant la production d'hormones, par exemple. Dans mon cerveau, l'oxytocine, la vasopressine sont des hormones dont on connaît l'effet sur le calme, la tranquillité. Donc pour mettre quelqu'un dans une ambiance qui lui permet de signer le contrat que vous voulez lui faire signer, vous générez un peu de plus d'oxytocine, on peut la vaporiser en aérosol, mais c'est pour vous dire que les manipulations de l'homme par l'homme, en plus de la traçabilité, vont devenir avec ces environnements dits intelligents encore plus critiques qu'aujourd'hui, d'où la nécessité de se penser sur ces problèmes d'infoéthique et la nécessité d'informer les citoyens pour qu'ils deviennent plus responsables. Alors justement, on va terminer là-dessus. Vous avez prononcé un mot majeur, c'est l'éthique. Et l'éthique dans tout ça, de l'Internet des objets, à l'homme réparé, l'homme transformé, l'homme augmenté. Est-ce qu'on va vers une espèce de surhomme? Alors ça, c'est un danger très grave. Je pense que l'homme réparé, personne n'a d'objection. On le fait avec les artères, on le fait avec les os, avec les transplantations. L'homme transformé, il y a déjà quelques critiques éthiques, elles sont justifiées. C'est par exemple un pacemaker qu'on introduit dans le corps, c'est une pompe à insuline, c'est un appareil pour éviter les tremblements des personnes parkinsoniennes. L'homme augmenté, là je crois qu'il faut être très vigilant. Très vigilant parce que ça veut dire que l'on va créer des surhommes, des sous-hommes, des alphas, des bêtas, des gammas, comme le disait Aldous Huxley. Donc il y a un problème éthique fondamental. Et je pense que ce problème éthique n'est pas seulement bioéthique, il est aussi info-éthique et éco-éthique. Ce sont des termes que j'ai proposés. La bioéthique, vous le savez, la France a été un des pionniers, et probablement un des pionniers dans le monde de la bioéthique, avec des comités de bioéthique. J'ai proposé avec d'autres que nous fassions les mêmes types de comités pour l'infoéthique, pas faire n'importe quoi avec l'information propre des gens, leur banque de données de santé par exemple, leur vie privée, et pas faire n'importe quoi avec notre environnement que nous devons léguer à nos enfants. Ça c'est l'éco-éthique et c'est un problème encore plus vaste pour l'avenir. Heureusement qu'on se préoccupe de tout ça dans les grandes questions écologiques d'aujourd'hui. Je rappelle le titre de l'ouvrage, donc de Joël de René, 2020, les scénarios du futur, préface de François de Closet, mentionné, les idées des hommes. Il existe un site internet www.scenario2020.com qui est le site internet correspondant au livre. Joël de René, je vous remercie.